Troisième et dernier numéro de la semaine de votre magazine Semel Chevaux. Madame, Messieurs, merci de la confiance et fidélité que vous ne cessez d'accorder à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme avec notre invité qui est déjà sur place sur ce beau plateau de Semel 13 Télévision. Nous allons essayer d'analyser le discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tenu au cours du 77e Assemblée générale de l'ONU. Ça nous intéresse également le propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à la RFI. Ouvrait-il la porte pour un départ de la MONUSCO? On va essayer d'analyser avec notre invité. Il s'agit ici de messieurs Dienit Kaninda, que je salue. Bonjour messieurs Dienit. Bonjour cher Nathan, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Semel 13 Télévision. Je profite également de cette occasion qui m'est offerte pour présenter mes sincères condoléances à mon frère Louis-France Kouzikissa à la suite de la perte de sa mère biologique, notre maman. La nouvelle m'a trouvé dans le Katanga profond. Et aujourd'hui, je suis ici. Je voudrais vraiment partager cette douleur avec lui. Vous savez, la mort, c'est un chemin fait pour nous tous, mais celui par lequel est passé, maman nous a tous attristés. Mais que dire, le destin, on ne le choisit pas, le destin, on le subit. Très bien, merci beaucoup, monsieur Dienit Kaninda. Il est journaliste et analyste politique. Vous le savez bien, c'est une émission co-présentée. Je suis avec Tania Moubadi. Bonjour Tania, bienvenue. Bonjour Nathan, et merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager ces plateaux de Semel chez vous. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de Semel 13 Télévision. Bonjour également à monsieur Dienit Kaninda. Et bienvenue à vous. Bonjour et merci Tania. Je crois que nous allons passer de très bons moments. Très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Dienit Kaninda, ça nous intéresse. Le propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle lecture avez-vous de manière générale sur ce propos tenu du haut de la tribune des Nations Unies à New York? Merci beaucoup. Je crois que c'est un discours qui était à la hauteur des enjeux de l'heure. Parce qu'il faut souligner qu'aujourd'hui, la nation congolaise est marquée par l'occupation de notre territoire, du moins Bunagana, par une force étrangère qu'on appelle le mouvement du M23, appuyé par le Rwanda. Et cette actualité est dans la bouche de tous les Congolais aujourd'hui et pris de paix, parce que nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que le Rwanda, qui est un voisin, vienne occuper un territoire de la RDC sous la barbe de la communauté internationale avec une si grande indifférence, et cela n'inquiète personne, contrairement à ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, où on voit tout le monde se lever pour dire non à l'invasion russe. Donc c'est une actualité aujourd'hui en RDC sur laquelle le président de la République ne pouvait pas fermer les yeux ou un sujet à occulter. Dieu merci, il s'est apaisanti là-dessus. J'ai beaucoup aimé l'allocution du président de la République qui était placée en forme d'entonnoir. Il a commencé d'abord à évoquer les enjeux de l'heure sur le plan géoéconomique, géostratégique, géopolitique, géo-environnemental. Donc il a d'abord éclairé toutes ces questions-là au niveau international, parce que vous le savez qu'il est là-bas à 3 titres. Il est le président de la RDC, il est le président de la SADC, il est le président de la communauté économique des États d'Afrique. Donc c'est à tous ces titres-là que le président devait prendre la parole, et on a vu qu'il avait quand même un temps assez large par rapport à d'autres présidents, et on l'attendait justement sur cette question de l'invasion rwandaise chez nous, et il a su bien exploiter la question. Je crois qu'il a été même applaudi à un certain moment par l'auditoire, et personnellement j'ai senti que le président a été vraiment à la hauteur des enjeux. Alors, le président a été à la hauteur des enjeux. Monsieur Dienit Kaninda, que dites-vous lorsque le président demande à l'ONU de rendre effectif le retrait immédiat du M23, alors que la MONUSCO, via le secrétaire général des Nations Unies, a dit que le M23 ont des armes sophistiquées par rapport à celles que détiennent les forces de la MONUSCO? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État avait-il raison de le dire lorsqu'il demande justement à l'ONU de rendre effectif le départ de M23?
Oui, il est tout à fait légitime pour le président de la République de canaliser les aspirations du peuple congolais. Parce que vous le savez que le départ de la MONUSCO de notre sol est voulu d'abord par les populations qui vivent avec cette force onusienne. Vous avez vu il y a quelques jours à Goma, où il y a eu des manifestations qui se sont tournées même à la violence pour demander le départ de la MONUSCO, une force onusienne venue chez nous pour pouvoir stabiliser la paix, mais finalement on ne sent plus l'importance de la présence de cette force chez nous. Alors le président de la République ne pouvait pas dire autre chose que ce que veut le peuple congolais. Mais cela doit passer par une réévaluation sévère, comme le disait le chef de l'État, de l'action de la MONUSCO dans les différentes régions où elle se trouve aujourd'hui. Donc, le retrait, oui, mais il faudrait évaluer rigoureusement qu'est-ce que la MONUSCO a déjà réalisé lorsque nous continuons à déplorer des morts chez nous, lorsque nous continuons à voir les sangs des Congolais être versés, alors que la MONUSCO est avec nous ici. Ça inquiète la population congolaise et du coup, il y a ce sentiment de ras-le-bol qui anime nos compatriotes, pas seulement de l'Est du Congo, même ceux du centre, qui pensent que cette mission a montré ses limites. Et même aussi, cette mission a démontré le complot qui est ourdi contre la République démocratique du Congo, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait la plus grande mission onusienne chez nous, mais le secrétaire général de l'ONU vous dit les forces négatives ont des équipements plus sophistiqués que l'ONU. Parce que lorsqu'on voit la MONUSCO, j'ai suivi Mme Bintou Keïta qui était en train de parler justement de la différence entre la MONUSCO et l'ONU. Nous, on ne voit pas cette différence-là. Lorsqu'on parle de la MONUSCO, nous, on voit l'ONU. Et comment est-ce que, parce que ce discours de monsieur le secrétaire général, Antonio Guterres, est la suite de ce que disait déjà Mme Bintou Keïta. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui l'ONU semble nous dire que le groupe armé, le mouvement terroriste M23 semble être plus fort que les Nations Unies. Ça, nous ne pouvons pas concevoir. C'est ce qui nous conduit justement à dire qu'il y a un complot contre le peuple congolais, un complot contre la RDC, mais qui ne dit pas son nom. Mais au regard de tout ce que nous voyons, au regard de tout ce qui se dit, nous sommes vraiment amenés à croire qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Mais un complot contre la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas raté la cible parce qu'il devrait justement profiter de ce qu'avait dit le secrétaire général de l'ONU pour directement s'attaquer à la communauté internationale? Parce que certaines personnes ont dit que le propos d'Antonio Guterres était justement une porte pour le chef de l'État de frapper sur la communauté internationale, parce que ça consistait justement, ce propos du secrétaire général de la MONUSCO, c'est ce que je dis, était un aveu d'impuissance. Donc cela signifiait que la communauté internationale était impuissante face justement aux rebelles M23. Est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas profiter de son propos pour s'attaquer directement à la cible qui est la communauté internationale, et surtout que vous avez évoqué un complot contre la République démocratique du Congo? Non, je crois qu'il ne faudrait pas mélanger les pinceaux, parce que vous savez, lorsqu'on tient un discours de ce niveau-là, il faut placer la barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tenir compte des relations entre États, des rapports de force entre États. Il faut tenir compte de rapports diplomatiques. À ce niveau-là, le président, à mon sens, ne pouvait pas s'attaquer à la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? La communauté internationale, c'est l'ensemble de nous tous. C'est l'ensemble de la RDC et de tous ces pays-là. Et du moment que le président de la République est dans une approche qui voudrait aller méthodiquement, il faut aller de manière stratifiée, de sorte à ne rien laisser au hasard. Parce que quand vous regardez même l'approche qu'il a utilisée avec le Rwanda, quand il arrive au pouvoir, il prête serment, nous sommes en janvier 2019, il commence à faire des tournées.
d'abord en Afrique. Il va en Afrique, il appelle tous ses voisins mes frères. Et il décide de dialoguer franchement avec ses voisins. Et au-delà du dialogue, il accepte de signer des accords au grand jour pour permettre la mise en place de ce qu'on a appelé la zone économique d'intérêt commun. Et tout ça, c'était des efforts, c'était une approche décidée par la vision du président de la République pour instaurer la paix dans l'Est du Congo. Mais maintenant, quand vous regardez le schéma de la dite communauté internationale, c'est-à-dire des pays, des grands décideurs au niveau des Nations Unies, ils se disent, il faut que le président Tshisekedi retourne dialoguer avec le Rwanda. Mais alors que le président de la République, Félix Tshisekedi, les avait déjà dévancés sur le plan de la stratégie. Lui avait justement commencé par le dialogue. Le dialogue qu'on lui demande aujourd'hui, d'amorcer avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et les autres. Le président de la République avait commencé justement par là. C'est ce qui a énervé les Congolais. Parce qu'à l'époque déjà, les Congolais se demandaient, mais c'est quoi ce président? Nous sommes attaqués, mais lui préfère dialoguer. Alors, vous comprenez que si le président de la République à l'époque n'avait pas dialogué, aujourd'hui, quelle est la Libye qu'il tiendrait? Il n'y en aurait pas un. Mais grâce à cette approche-là qu'il avait pris, de commencer crescendo sur l'échelle avant d'entamer la voie de la force, avant d'appliquer la force, avant d'appliquer un discours violent, avant d'appliquer un discours accrochant. Je crois que moi j'ai toujours apprécié l'approche du président de la République, Félix Tshisekedi. Il commence mollement, il commence timidement, mais je crois que demain, les discours qu'il aura, aujourd'hui, il a d'abord montré au Rwanda, face à la communauté internationale, qu'il ne pouvait pas reculer face à cette invasion. Mais demain, je suis convaincu que ce que vous attendez là finira par arriver. Alors, M. Dienit, est-ce que nous pouvons effectivement approuver, je parlerai de la sincérité du discours du chef de l'État au regard de la présence de l'ambassadeur rwandais Kariga sur le sol congolais jusqu'à ce jour? J'entends beaucoup ce discours de la part de mes compatriotes. Moi, je suis journaliste, je suis analyste politique, chroniqueur si vous voulez, je suis éditorialiste. Je me demande quel est l'intérêt ou quel est le fruit voulu par, excusez-moi, ceux qui demandent l'expulsion de Vincent Karega sur le territoire congolais, du territoire congolais. Si aujourd'hui Vincent Karega quitte Kinshasa, ça signifie on a la paix dans l'Est? Je ne pense pas. Pour rompre les relations diplomatiques, il faut être sûr que maintenant nous avons épuisé toutes les voies diplomatiques. Nous les avons épuisées. Et maintenant nous passons à l'approche force. Maintenant nous voulons la guerre contre le Rwanda. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à engager la République en guerre, madame? Est-ce que nous sommes prêts pour ça? À engager la RDC dans une guerre contre le Rwanda? Moi je dis non. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Parce que regardez, aujourd'hui nous sommes en pleine réforme de notre armée. La loi de programmation sur l'armée venait d'être adoptée au niveau du Parlement et doit être promulguée par le président de la République. Donc aujourd'hui, nous sommes en chantier par rapport à la réforme de notre armée. Je crois que le président de la République ne doit pas écouter ceux qui demandent d'arrêter l'approche diplomatique. Il ne doit pas les écouter. Parce que moi je suis convaincu qu'avec la diplomatie, nous pouvons arriver à déloger
le M23 du territoire de Bunagana. Mais monsieur Diénit, vous ne voyez pas que la diplomatie est en train de montrer ses faiblesses avec l'occupation de Bunagana pratiquement 3 mois déjà? Madame, entre les vies de nos compatriotes qui sont à Bunagana et le bombardement, je crois que même pour vous, le choix est clair. Parce qu'aujourd'hui, le président peut se dire, écoutez, on bombarde les positions de M23 à Bunagana. C'est faisable ça. Oui, c'est faisable. Mais n'oubliez pas que nous avons nos compatriotes qui vivent à Bunagana aujourd'hui. Moi, je pense que l'approche de la violence, de la force, c'est une option, oui, mais elle doit être la toute dernière option à employer par rapport à d'autres chances que nous avons sur le plan diplomatique. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous devons précipiter les choses à pouvoir prendre la voie de la force, la voie de la violence, alors qu'il y a encore d'autres issues diplomatiques qui se présentent au niveau des décideurs. Vous êtes sûr qu'il y a d'autres issues diplomatiques qui sont en train de voir le jour? Vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis entre le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, en face ou avec au milieu Emmanuel Macron. Donc c'est pour dire que les voies diplomatiques sont encore possibles. Vous savez, avant la dislocation du mariage Cash-FCC, il y avait des voix qui s'élevaient pour dire il faut chasser des gens au gouvernement, il faut renvoyer la ministre du portefeuille parce qu'elle n'arrivait pas à exécuter les ordonnances du président de la République, il faut la renvoyer, il faut la révoquer, il faut la chasser du gouvernement. Il y a des voix comme ça qui s'élevaient pour demander au président, même nous là on était un peu choqués par son attentisme, on disait mais qu'est-ce qu'il attend avec le FCC, voilà, et ça doit prendre fin. Mais le président savait comment il menait le bateau. Et le jour où le président a décidé de la fin du mariage FCC Cash, il savait déjà comment piloter le bateau. Et il avait mis fin à cela, sans casse. Je dis bien sans casse. Alors que le FCC avait tout à l'époque. L'armée, la police, la banque centrale, tous les instruments du pouvoir de l'État, le FCC les détenait. Mais Félix Tshisekedi, le président de la République, est arrivé à démettre le FCC. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je suis très confiant en l'approche du président de la République. Je suis convaincu que le M23, le Rwanda, va quitter Bunagana sans bombardement. Je suis convaincu de ça. Mais monsieur Diénit, les assises de Luanda, par exemple, jusque-là, nous voyons qu'ils n'ont pas encore porté ses fruits. Je parle des assises de Luanda et également de Kenya. Et vous pensez qu'avec l'implication cette fois-ci du président français, on peut attendre, espérer à des avancées? Bien entendu. À Luanda, qu'est-ce qui était décidé? C'était bien évidemment un peu la suite de ce qui s'est passé à Nairobi. À Luanda, le président Tshisekedi a eu à dire en face les propos qu'il a réitérés à la tribune des Nations Unies. Il l'a dit en face de Kagame. Vous voyez, il a dit en face de Kagame que, messieurs, vous devez arrêter d'armer les forces négatives, les forces terroristes chez moi. Vous voyez, mais pas seulement ça. À Luanda, le président a dit oui à la force africaine pour venir aider la RDC, oui, mais sauf le Rwanda. C'était à Luanda qu'il a dit. Donc, je crois que cette rencontre de Luanda était importante pour la RDC, pour clarifier les positions, dire au Rwanda, c'est vous qui attaquez mon pays. Moi, je ne vous ai jamais attaqué. Mais c'est vous qui êtes chez moi. Mais je crois que tout ça sont des étapes, madame. Ce sont des étapes. Et lorsque le président aura franchi le Rubicon, je crois qu'en ce moment-là, plus personne ne va lever son doigt.
Parce que maintenant que le président est en train de défier la communauté internationale, vous avez suivi son discours. Il dit dans son discours, monsieur, il est temps de pouvoir corriger. Si vous ne corrigez pas, vous allez donner raison à ceux qui parlent du complot, de la complicité de la communauté internationale. Le président l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies. Donc, le président est en train d'aller progressivement, il est en train de monter petit à petit, et à un certain moment, je crois que ça sera le ras-le-bol, et là, plus personne ne va empêcher la RDC de signer les accords avec qui que ce soit pour ramener la paix dans l'Est du Congo. Alors, comment comprendre que le Rwanda fasse partie de l'EAC pour la pacification de l'Est? Mais l'EAC, c'est une organisation existante. Ça n'existait pas avec Félix Tshisekedi. Mais dans la force qui va se mettre en place pour intervenir en RDC, je crois que les accords sont en train d'être signés, ça sera sans le Rwanda. Ça, c'est clair. Le président ne transige pas là-dessus. Il a dit pas de présence rwandaise dans cette force. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, quand vous regardez correctement, vous trouvez que le président se retourne plus vers la SADC. Et même l'espoir des Congolais aujourd'hui, c'est plus vers la SADC que vers l'EAC. Vous voyez. Donc, ça, c'est des démarches diplomatiques du président de la République que moi, en qui moi, je continue à croire encore que ça va porter des fruits pour le salut de Bunagana. Très bien, alors vous suivez Samuel Chevou, mesdames, messieurs, vous le faites bien, merci et de la confiance et fidélité. Le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de la 77e Assemblée Générale de l'ONU, c'est l'objet justement de notre échange avec notre invité. Il s'agit ici, je rappelle, monsieur Denis Kanida, il est journaliste et analyste politique. Alors, monsieur Denis Kanida, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande que soient partagés et examinés les rapports du groupe d'experts de Nations Unies et que les conséquences soient tirées de droit. Est-ce que devant ces impérialistes, devant ces décideurs, comme vous l'avez dit, face à ces complots contre la République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que la RDC aura gain de cause? Oui, je crois. Vous savez, même si nous n'avons pas gain de cause au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous aurons gain de cause dans la population. Pour une fois, nous avons un président qui dit la vérité devant la communauté internationale et devant son peuple. Le peuple sait qu'aujourd'hui, la position de notre président est une position claire. Nous avons un président qui parle. Parce que hier, on nous disait, il ne faut parler que lorsque vos mots sont plus forts que les silences. Nous étions absents, quasi absents même, de toutes les organisations africaines comme internationales. Là où on discutait de la RDC, nous on était absents. Là où on discutait du Congo, nous on se disait, on s'était, que les autres parlent. Et pendant ce temps, le Rwanda parlait. Le Rwanda menait des lobbies aux États-Unis, au Canada, en Europe, un peu partout. Mais aujourd'hui, vous avez un président qui vous dit, chers messieurs, vous avez envoyé vos experts chez moi. Ils sont arrivés. Ils ont fait le travail sur le terrain et ils se sont rendus compte qu'il y a justement des exactions qui sont commises sur les sols congolais. Ce rapport existe. Je demande d'abord au bureau de pouvoir partager dans la salle ce rapport-là. Ça, il a demandé en plein discours qu'on distribue les exemplaires de ce rapport aux membres du Conseil de sécurité et à tous les participants aux travaux, de sorte que les gens voient de leurs propres yeux ce qui est couché dans ce rapport qui accable le Rwanda. Parce que justement, ce rapport accable le Rwanda. Le rapport fait état de l'intrusion de l'armée rwandaise chez nous.
Donc, que le président ait parlé de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est du Congo, relevé par les experts de l'ONU, c'est un élément très important qui peut changer la donne, parce que, vous savez, il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas que la RDC est agressée. Mais quand c'est des experts de l'ONU, pas la RDC, la RDC le dit depuis tout ce temps. Mais cette fois-là, c'est des experts de l'ONU qui le dit, et je crois que ça peut changer beaucoup de choses. Alors, monsieur Diény Kanida, vous avez évoqué ici la médiation d'Emmanuel Macron devant un Emmanuel Macron qui n'a pas cité la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, qui préfère citer la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'un tel président faire cette médiation, vous pensez qu'il est sérieux vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Parce que dans son discours, on n'a pas vu où il a cité la guerre de l'Est. Je parlais de la thèse du complot. C'est que nous ne comptons pas absolument sur ces présidents français, américains et tout ce que vous voulez. Alors, monsieur Diény, quand vous ne comptez pas à ces gens, comment est-ce que vous allez encore leur faire confiance pour de dialogue, de probable dialogue, monsieur Diény? Non, mais on fait confiance. C'est malheureusement ça, la diplomatie. C'est comme ça. Et d'ailleurs, ce pourquoi je disais que nous ne pouvons le pas. chef de l'État puisse essayer d'emprunter d'autres voies. Je disais que nous ne pouvons pas brûler les étapes. Parce qu'aujourd'hui, si nous osons attaquer le Rwanda, cher Nathan, sans qu'il soit prouvé que la RDC est agressée, tous ces gangs que vous voyez là-bas qui sont contre la RDC vont se placer, pas derrière la RDC, mais ils vont se placer, vous vous en doutez bien, derrière le Rwanda. Alors, monsieur Diény, c'est ce qui va se passer. Donc, pour éviter cela, c'est un exemple, c'est ce qui prouve que la RDC est agressée. Je n'en disconviens pas. Pour ne pas arriver à ça, que nous lancions des hostilités contre le Rwanda et que tous ces grands-là se mettent derrière le Rwanda, il faut que nous ne puissions pas brûler les étapes, que nous puissions suivre chaque étape pour arriver à démontrer à la communauté internationale, vos experts, nous avons dit, vos experts l'ont dit. Qu'est-ce qui reste? Il faut agir. Si vous n'agissez pas, ça signifie que vous nous poussez à trouver des solutions à notre manière pour sécuriser notre peuple. Et là, ça sera tout à fait légitime. La RDC ne sera en aucun cas condamnée. Alors, monsieur Diény, s'il te plaît, je reviens rapidement sur quel partenaire diplomatique peut-on compter à ce stade pour vaincre la guerre de l'Est? Sur aucun. Nous ne devons compter sur aucun partenaire, mais nous devons faire avec. Ça signifie nous devons faire avec les Français. Tant qu'ils disent, ben voilà... Sachant qu'ils ne nous apporteront rien de nouveau. Oui. On y va quand même. On y va quand même. On ne sait jamais. Elle ne fait pas une faiblesse, monsieur Diény Kanida. Ce n'est pas une faiblesse. Perte de temps, par exemple. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une perte de temps, parce qu'entre-temps, nous nous préparons. Vous savez que maintenant où nous parlons, nous avons des éléments des FARDC qui sont en formation en Israël, en Chine et dans certains pays du monde, et même de l'Afrique. Est-ce que vous savez que maintenant où nous parlons, nous avons des experts militaires américains, belges, qui sont chez nous pour des formations spécifiques? Nous sommes en train de nous former. Nous n'avons pas croisé les bras, attendez. Donc, pendant que le président est en train de travailler sur le levier diplomatique, il n'a pas croisé les bras, pour le renforcement de la stratégie militaire chez nous. Ça, c'est du travail qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu parce que quand on augmente la capacité stratégique de l'armée, on ne fait pas un reportage sur CML13. Ce n'est pas à la télévision qu'on le dit. Oui. Donc, la stratégie diplomatique, on ne peut pas l'arrêter. Tant qu'Emmanuel Macron dit, voilà, moi je vais mener une médiation entre le président Tshisekedi et le président rwandais, vous ne pouvez pas dire non, on refuse. Vous ne pouvez pas. Parce que si vous dites non à la diplomatie, eh bien,
Emmanuel Macron va échanger avec Paul Kagame sans vous. Ils vont prendre des décisions sans vous. Et vous risquez de voir Bunagana rester définitivement entre les mains de Rwandais. Parce que vous avez refusé de dialoguer. C'est ça la diplomatie. Vous acceptez de dialoguer avec des gens qui ne vont pas apporter de solution. C'est ça la diplomatie, ça fonctionne comme ça. Quand vous lisez la définition de la diplomatie, ça sous-entend une science qui consiste à trouver des solutions par des voies pacifiques qui ne font pas recours à la force. C'est ça la diplomatie. Aussi, en relation internationale, ce sont des intérêts qui priment, M. Denis Kanida. Comment accepter et négocier avec ces gens, d'autant plus que nous ne gagnons pas. Oui, mais ce que vous dites ne s'oppose pas à ce que moi j'ai dit. Et comment on négocie avec des gens qu'on ne gagne pas? On ne gagne pas avec eux, mais on négocie. Je ne comprends pas. Comment... Non. Il faut que les choses soient claires. Voilà. Nous avons besoin de ramener la paix dans l'est du Congo. Il y a 2 voies, il n'y en a pas 3. Il y a 2 voies. Il y a la voie diplomatique et il y a la voie de la force. Il y en a 2, il n'y en a pas 3. Il y a 2. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à engager la voie de la force lorsque nous savons que notre armée est aujourd'hui ou souffre de ce qu'on appelle l'infiltration, le complot, la complicité de certains officiers de l'armée. Quand vous engagez l'armée, les soldats, dans un front, avant même qu'ils lancent l'attaque, l'ennemi est déjà au courant. Est-ce que c'est dans ce contexte-là, cher Nathan, qu'on doit lancer l'offensive? Chacun peut répondre, ceux qui nous suivent à la maison, ils peuvent répondre. Regardez ce qu'a fait Zelensky avec les Russes. Comment ils ont récupéré certaines localités? C'est à travers la ruse. Ils donnent un plan à la télévision. Ils font diffuser, un plan à la télévision, mais après, ce n'est pas le plan qu'ils exécutent. Ils exécutent un autre plan qu'ils n'avaient pas révélé. Mais chez nous, comment vous pouvez arriver à exécuter un plan secret alors que vous avez de l'infiltration même au sein des officiers de l'armée? C'est pourquoi le président, il va mollo. Il faut arriver d'abord à dénicher tous ceux qui font partie du complot, de la complicité, des infiltrés. Il faut les extirper de l'armée. Et en ce moment-là, vous pouvez être sûr de lancer des opérations militaires avec force, efficacité et efficience. Mais entre-temps, vous avez l'autre voie qui reste là, pendante, c'est la voie diplomatique. Alors, vous exploitez cette voie-là ou pas? Même si vous savez que ces gens-là sont contre nous. Vous acceptez de répondre aux invitations pour le dialogue ou vous boycottez? Je crois que ce qui est plus simple, c'est l'approche du président de la République. Je serai présent partout où on parle de la RDC. Quel est ce Congolais qui est contre cette position? Je crois que personne. Alors après le discours du chef de l'État, est-ce que nous avons encore l'accompagnement de l'ONU, de Nations Unies au regard du discours du secrétaire général qui notamment a évoqué le fait que les M23 avaient des armes plus sophistiquées et ils étaient pas en mesure de combattre parce qu'ils n'avaient pas à leur tour ces armes-là? Madame, je pense que la communauté internationale ou l'ONU n'a pas de choix aujourd'hui. Parce que devant les défis leur lancés par le président de la République, ils n'ont pas de choix aujourd'hui que de pouvoir agir pour que Bunagana sorte des griffes des M23, ce mouvement terroriste. Si la communauté internationale lutte aujourd'hui dans le Sahel contre le terrorisme, pourquoi pas dans l'est du Congo? Parce qu'on connaît la manière d'opérer de ce groupe armé.
c'est vraiment les terroristes qui agissent dans ce groupe armé. Alors, est-ce que le président de la République peut-il faire confiance en l'ONU, au Conseil de sécurité des Nations Unies? Je dis non, mais nous ne pouvons pas désespérer. Nous ne pouvons pas désespérer parce que l'ONU a été constituée pour gérer les querelles entre les États, pour résoudre les problèmes qui se posent entre États. Et si l'ONU se montre défaillant par rapport à cette mission, par rapport à cet objectif, je crois que c'est l'ONU qui se met à nu au vu de tous les peuples du monde pour dire voilà, l'ONU ne remplit plus ses missions, alors chaque État doit se débrouiller. C'est comme un parent qui n'arrive plus à assurer la sécurité de ses enfants. Les voisins peuvent venir, chacun vient, il tape chez celui-ci, celui-ci va taper chez l'autre, ainsi de suite, alors que les parents sont là, ils ne font rien. En ce moment-là, les enfants vont faire quoi? Ils vont se débrouiller. Chacun va apprendre la voie du jujutsu, celui-là va apprendre le taekwondo, celui-là va apprendre le judo, et chacun va se débrouiller pour assurer sa propre sécurité. Et c'est ce que l'ONU doit éviter, de laisser libre cours à chaque État qui se sent menacé de pouvoir trouver des solutions à sa manière. L'ONU doit éviter ça, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit éviter ça. Parce que si jamais la RDC trouve que ça ne va pas avec l'ONU, je dois me retourner vers les accords avec le Corée du Nord, avec la Russie, avec la Chine. Qui va bloquer la RDC? Tant que l'ONU a démontré ses limites à pouvoir aider la RDC à retrouver la paix. Alors, M. Denis Kanida, lorsque le chef de l'État dit, malgré la présence militaire de l'ONU, le mal sécuritaire continue à ronger le pays, est-ce que vous pensez que c'est déjà un message fort envers l'ONU? Le président de la République, il est très clair dans son discours. Et je crois que sa position ne bronche pas. Parce qu'il a une position aujourd'hui qui veut que la communauté internationale prenne ses responsabilités en main. En commençant par la MONUSCO qui est chez nous. Que la MONUSCO agisse pas seulement comme observateur, pas seulement comme une force qui vient pour aider seulement le Congo, je ne sais pas moi, sur le plan des informations, mais que la MONUSCO agisse, s'interpose lorsque les populations civiles sont menacées. C'est ça la position du président de la République. Et cette position est claire face à l'ONU, face au Conseil de sécurité. Alors, M. Denis, en nous référant justement aux propos d'Antonio Guterres qui dit que le M23 a des armes sophistiquées, il a juste réitéré justement le propos qu'avait tenu le porte-parole de la MONUSCO qui avait causé son départ. Est-ce que vous pensez que ce propos ouvre justement la porte à un départ définitif de la MONUSCO? Oui, mais le président l'a dit, il faut que la MONUSCO finalement quitte le territoire congolais. Mais qui a encore besoin de la MONUSCO aujourd'hui? Que ce soit à Kinshasa, nous le voyons pavaner là, matin, midi, soir. Qui a encore besoin d'eux aujourd'hui? C'est vrai que quelque part, on nous dit non, la MONUSCO aide les FRDC avec les renseignements, avec la localisation des intrusions et tout. Oui, c'est vrai. Mais sur le plan pratique, les Congolais ne sentent plus le besoin d'avoir la MONUSCO chez nous. Alors Kabila avait justement raison de faire partie de la MONUSCO. Joseph Kabila. Oui, mais c'est le rêve des Congolais, ce n'est pas le rêve de Tshisekedi, ce n'est pas le rêve de Kabila. L'opposition était contre, M. Denis Kanida. Pourquoi l'opposition était contre à l'époque? C'est parce que nous avions un régime de bourreaux. Lorsque vous êtes dans un régime où il n'y a pas de transparence, vous enterrez des gens nuitamment dans des fosses communes à Maluku. Comment est-ce que l'opposition ne pouvait pas demander que la MONUSCO attende encore? Lorsque on tirait sur les opposants, lorsqu'on arrêtait les opposants matin, midi, soir,
les opposants pouvaient se réfugier à la MONUSCO. Ils pouvaient demander la protection de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, cher Nathan. Aujourd'hui, les opposants sont libres. C'est vous qui les dites, mais il y a certains opposants qui sont arrêtés. Combien de fois le chef de l'État est insulté sur votre plateau ici? Le CML 13. Combien de fois? Tous les Congolais suivent. Nous le savons. Il est insulté matin, midi, soir dans différents médias aujourd'hui par des opposants et même par mes confrères journalistes. Vous voyez. Le père va vous dire que Jimmy Kitenge est en prison, il est incarcéré injustement. Jimmy Kitenge est aujourd'hui incarcéré pour des affaires privées. Il a eu des problèmes avec qui? Avec le chef de l'État? C'est ce que le PPRD dit, bien sûr. Pour avoir fait quoi? Parce que si c'est pour avoir attaqué le chef de l'État, pour avoir attaqué le chef de l'État, je ne sais pas moi par des propos. C'est tous les jours qu'on attaque la personne du président de la République, première institution de la République. C'est tous les jours. Alors, monsieur Dénit Kanida, je dis bien, dans tous les médias de Kinshasa, moi je suis le secrétaire rapporté de la commission carte identification de l'UNPC. Nous voyons parfois ce qui se passe avec des confrères journalistes. On se dit, mais on est dans quel monde? C'est quel paradigme ça? Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà vu le président de la République s'insurger contre des opposants? L'opposition qu'il appelle d'ailleurs l'opposition facile. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce qui se faisait hier. Est-ce que vous savez? Il a promis, il a dit que mais c'est ça l'état de droit, vous n'êtes pas au courant? Que dans un état de droit, ça se passe comme ça? Même en France, même aux États-Unis. Comment? Et les opposants qui seront arrêtés, bon, ils auront aussi effectivement besoin d'un recours vers la MONUSCO. Parce que vous venez tout à l'heure d'évoquer, de citer quelques raisons qui ont fait qu'à l'époque, vous refusiez le départ de la MONUSCO. Combien d'opposants aujourd'hui ont été mis en prison pour s'être attaqués au président de la République? Combien? Citez-moi même 3. Ils sont nombreux. J'étais en train d'ailleurs de parler de Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge, est-ce que vous savez pourquoi? Vous connaissez les griefs pour lesquels il a été arrêté. Vous avez dit qu'il a été arrêté justement pour affaires privées, mais on s'inquiète de son arrestation parce qu'on l'a arrêté. Donc il ne faut pas mettre devant le bureau, devant les installations d'une chaîne de télévision. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut arrêter une personne pour affaires privées? Dites-moi où est-ce que la justice a des limites à ne pas franchir pour interpeller quelqu'un qui est poursuivi par elle. C'est écrit où? Quelqu'un poursuivi, pourquoi ne pas commencer par une invitation, comme on a vu d'ailleurs avec Vili Echimanga qui a d'abord répondu à une invitation. Mais par contre, avec d'autres personnes, on constate que la justice va directement arrêter un mandat d'amener. Qui détermine la procédure à suivre par un magistrat? Est-ce un journaliste? Ou c'est le magistrat qui décide de la procédure à appliquer pour poursuivre quelqu'un? Très bien. Alors, là n'est pas le débat, M. Dénit Kanida. Nous sommes en train de parler justement du discours du chef de l'État, mais une question m'est venue en tête, M. Dénit Kanida. Le président Macky Sall, le président de l'Union africaine, qui fait aussi un discours, ne cite pas la guerre de l'Est en République démocratique du Congo, mais c'est la même personne qui a instruit le président angolais de tenir des assises au cours de laquelle le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec Paul Kagame. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas simplement la communauté, les décideurs qui ont un complot contre le chef de l'État, mais il y a aussi certains pays africains, notamment d'ailleurs le Sénégal, chapeauté par son président qui est aujourd'hui président de l'Union africaine, et aussi dans le complot contre la République démocratique du Congo? Bon, je ne vais pas vite en besogne pour faire une telle affirmation, parce que le président Macky Sall n'était pas obligé de parler de tous les conflits existants dans le monde. Il n'était pas obligé. Non, mais quand même, parler du conflit en RDC, vous dites quand même. Kaninda, ça fait plus d'une vingtaine d'années que le Congo le maire. Vous dites quand même. Il évoque la guerre. Oui, il évoque d'ailleurs la guerre de l'Ukraine, mais sans pour autant évoquer la guerre en République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est logique? Vous avez dit quand même, mais moi j'ai dit qu'il n'était pas obligé.
Il n'était pas obligé parce que les problèmes des Congolais étaient si bien portés par le président Félix Tshisekedi. Mais on rappelle qu'il avait tenu son discours avant le discours du chef de l'État, de notre président de la République. Il pouvait quand même commencer, évoquer également le discours. Je ne sais pas quel est votre regret. Parce que moi, je suis fier que la voix du Congo a été portée par celui qui est le président de la RDC, le président en exercice de la SADC, le président en exercice de l'EAC. À 3 titres. Quoi de mieux? Pourquoi on s'acharne à ce que Macky Sall parle de la RDC? Ça change quoi? Moi, je me demande ce que ça change. C'est que l'Union africaine peut changer sans que la SADC ne puisse le faire. C'est quoi? Donc, parfois, nous engageons des débats qui n'en valent pas la peine. Parce que ce débat-là nous amène à quoi? Si Macky Sall avait condamné le Rwanda dans son discours, cela changerait quoi? Ce dont nous avons besoin, c'est un président qui dénonce ce que fait le Rwanda, mais qui après prend les dispositions localement, prend les dispositions chez lui pour demain mettre fin à cette hégémonie que nous constatons avec impuissance complète de la communauté internationale. Donc moi je ne vois pas en quoi le fait que le président Macky Sall n'ait pas parlé de l'invasion rwandaise chez nous puisse nous alarmer, puisse occasionner un deuil national au Congo parce que Macky Sall n'a pas parlé de nous. Je ne vois pas ça comme ça. Alors, M. Denis Kanida, le chef de l'État dit que l'implication du Rwanda dans cette guerre n'est plus discutable. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État devrait, la RDC devrait, dans l'entretemps, expulser l'ambassadeur rwandais pour démontrer que nous ne sommes pas contents de leur comportement, aussi mettre fin à certains accords signés avec le Rwanda, justement, de l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi? Non, mais je le disais tout à l'heure, le président de la République n'a pas à brûler les étapes. Quand il affirme du haut de la tribune des Nations Unies que le Rwanda soutient les groupes terroristes chez moi, c'est amplement suffisant. Pour que si les dirigeants de la communauté internationale n'arrivent pas à comprendre ou à faire passer ou à valider ou à mettre en pratique ou à entamer les actions pour répondre aux attentes des Congolais, mais au moins leurs peuples sont au courant. Parce que la tribune des Nations Unies est suivie par tous les peuples du monde. C'est suivi par toutes les nations du monde. Le président Tshisekedi était suivi en Russie, il était suivi aux États-Unis, il était suivi en Europe, il était suivi en Asie, il était suivi en Afrique. Le message est passé. Si les dirigeants ne font rien, vous pensez que le peuple sénégalais n'a pas suivi? Le peuple sénégalais a suivi. Les Russes ont suivi. Les Chinois ont suivi. Même si leurs dirigeants ne font rien, mais le peuple ont suivi. Un jour, les peuples vont demander des comptes à leurs dirigeants par rapport à ce qui se passe dans l'Est du Congo et au Congo de manière générale. Très bien. Donc, moi je ne regrette pas le fait que ce soit seulement le président congolais qui ait parlé du Congo. Je ne les regrette pas. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Denis Kanida, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons réussi pour vous, Monsieur Denis Kanida. Il est journaliste et puis analyste politique. Alors, autre chose dans cette émission, Monsieur Denis Kanida, parlons de l'arrestation du conseiller du chef de l'État, Vidi Chimanga, qui est en mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala. Est-ce que l'arrestation de Vidi Chimanga a enfin démontrer que l'état de droit prôné par les chefs de l'État vraiment a sa raison d'être en vue démocratique du Congo au regard de tout ce qui se passe?
D'abord, il faut souligner, moi je l'ai toujours dit, qu'autour du chef de l'État, il y a des Congolais. C'est des Congolais qui entourent le président de la République, comme vous et moi. La grande question que moi je me pose, c'est celle de savoir quel type d'homme est le Congolais d'aujourd'hui. Quel type d'homme est le Congolais d'aujourd'hui? Quand vous le prenez, vous le placez à vos côtés, quel genre de service il est prêt à vous rendre? Quel genre de travail, quel genre de résultat il est prêt à vous donner si vous l'amenez à vos côtés? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Mais je crois que l'affaire de Didier Tshimanga a simplement révélé qu'autour de notre président, il y a encore des vautours. Il y a des personnes qui l'entourent, qui sont là pour leurs propres intérêts. Il y en a. Il n'est pas le seul. Mais l'état de droit voudrait qu'on ne puisse pas apporter des accusations gratuites. Pour que nous puissions dire qu'il s'agit de Nathan ou de Tania, il faut avoir des preuves. Pour qu'on dise que Johnny Kaninda est un bois mort, Johnny Kaninda n'est pas utile aux côtés du chef de l'État, il faut le démontrer. C'est ça aussi un état de droit. Et malheureusement pour M. Didier Tshimanga, l'ex-conseiller du président de la République, il y a eu des preuves que lui-même a occasionnées. Et pour ça, je crois que là où il est, c'est la place qu'il mérite. Il mérite d'être placé hors d'état de nuire, c'est-à-dire qu'il soit placé dans un lieu où il ne peut plus nuire aux intérêts de la République démocratique du Congo. Et vous pensez que son arrestation provisoire va-t-il aboutir? Ça, c'est une autre paire de manches. La justice de mon pays, les magistrats de mon pays, le ministère public de mon pays. Ça, c'est leur travail, madame. Il est arrêté, mandat d'arrêt provisoire, mais ce sont des Congolais qui vont les juger. Est-ce qu'ils sauront résister face aux millions? Est-ce qu'ils sauront résister face aux centaines de milliers de dollars? Je ne sais pas. Est-ce que monsieur va faire circuler des billets verts? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je sais que le président de la République était soucieux de l'appareil judiciaire de notre pays aujourd'hui. C'est pourquoi il tient beaucoup à la mise en retraite de certains magistrats pour renouveler la classe judiciaire de notre pays. Mais je ne dis pas que tous les magistrats de mon pays sont véreux. Je ne dis pas ça. Il y a des magistrats sérieux. Et je crois encore que ceux qui ont le dossier Didier Tshimanga entre leurs mains vont faire éclater la vérité. S'il est innocent, il sera libéré parce que la justice instruit à la fois à décharge et à charge. Donc s'il est libéré, on constatera que c'est la justice qui a fait son travail. Monsieur Denit, il y a certains Congolais qui sont en train de craindre que le dossier Didier se passe comme celui du dossier 100 jours. Bon, je ne sais pas, celui de 100 jours, il s'est passé comment, je ne sais pas. Et... c'est à vous de me dire. On arrête le directeur du cabinet du chef de l'État et puis enfin... condamné. On le condamne et puis on libère. On s'inquiète. Et aujourd'hui, aux côtés du chef de l'État, voilà, c'est ce qui fait que les gens puissent se poser un tout petit peu des questions, monsieur Didier Kanina. J'espère que finalement, moi, je vais faire le droit. Parce que, en tant que journaliste, je sais que quand quelqu'un est arrêté, il est présumé innocent. Voilà. S'il est condamné au premier degré, il semble qu'en justice, il y a ce qu'on appelle le recours. Il va introduire son recours. S'il est encore condamné, il semble qu'il y a ce qu'on appelle l'appel, il va interjeter appel, ainsi de suite. C'est des étapes prévues par la procédure judiciaire. Qu'est-ce que moi, journaliste, je peux dire? Qu'est-ce que moi, Congolais, je peux dire?
Parce que les juristes vous disent, il a suivi la procédure normale jusqu'à être acquitté. Qui est-ce qu'il faut condamner? Il faut condamner le magistrat ou il faut condamner Vital Kamerhe? À chacun de donner la réponse. Alors, M. Denis Kanida, un second conseiller du chef de l'État, j'étais en prison. Le premier, c'était Lobo qui aurait falsifié justement la signature du chef de l'État pour des affaires concernant Diama et autres. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi est mal entouré? Parce que le deuxième conseiller, il est le deuxième d'être jeté en prison. Moi, je ne voudrais pas qu'on puisse caricaturer pour dire le président est mal entouré. Il y a aussi des bons. Il y a aussi des bons conseillers. Autant nous parlons des piètres, des mauvais, des médiocres, nous pouvons aussi remarquer qu'il y a aussi des bons autour du chef de l'État. C'est important de le dire parce qu'on craint qu'à la fin, le chef de l'État nous dit qu'il n'a pas été entouré de bonnes personnes comme Joseph Kabila qui nous avait dit... Ça, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'ai parlé du type d'homme qu'est le Congolais d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai évoqué ça. Est-ce que tous les travailleurs de CML13 Télévision sont des bons agents? Est-ce que tous produisent? Est-ce qu'il n'y a pas de bois morts ici? Des gens qui tournent le pouce. Des gens qui se cachent derrière les autres. Il n'y en a pas. Mais ils sont là, autour du DG, il y en a. C'est ça ce que j'appelle le type d'homme que nous sommes aujourd'hui, nous Congolais. Et ça, c'est dans toutes les institutions. Vous savez, en psychologie, il y a la notion qu'on dit, la notion des incompétents. Les incompétents, il y en a partout, madame. Même ici chez vous, je suis sûr qu'il y en a. Très bien. Hein, je suis sûr qu'il y en a. C'est partout. Les incompétents, ils sont partout. Donc, quel que soit le président qui viendra, il va regretter un jour si j'avais autour de moi Nathan, Tania. Même le DG ici, il se dira, si j'avais autour de moi 10 Nathan, 10 Tania, vous entendrez ce discours-là. Et ne soyez pas surpris de l'entendre de la part du président Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Denis Kanida, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Alors, un mot de la fin pour... Un mot de la fin, juste pour dire aux Congolais, restons optimistes. Moi, je crois que jusqu'ici, le bilan de monsieur le président de la République est satisfaisant, mais pas suffisant. Mais je pense aussi qu'il est temps de parler changement. Car le changement ne se négocie pas, le changement s'impose. Et j'appelle instamment à mes compatriotes à demander au président de la République d'imposer le changement en RDC. Parce que l'heure du changement a sonné. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que le président de la République impose le changement. Nous n'avons pas besoin de la démocratie à la française. Nous n'avons pas besoin de la démocratie à l'américaine. Nous avons besoin de la démocratie à la congolaise. Là où il faut chicoter, il faut chicoter. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Denis Kanida, il est journaliste et analyste politique. Avec lui, nous avons discuté sur des questions importantes qui touchent à l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Tania Moubadi pour la coprésentation. Merci Nathan. Très bien, alors je vous remercie de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le lundi, ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début du week-end chez vous. Au revoir.